Attendez, il y a le micro qui s'allume, il y a le micro. Une seconde. Maintenant il tourne. Ça marche. On est parti. On est en retard. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en retard à l'école? On s'excuse. On invente une excuse. Mon chien a mangé mes devoirs. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News. J'espère que vous avez pêché. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 2 Minute Thursday. Parce que j'y suis un peu malade. Je vous avoue, j'ai un peu mal à la gorge en vous disant ça. J'ai reçu des retours trop cool sur Instagram. Vous kiffez ça? Moi, je kiffe le faire. C'est un bon moyen pour moi, pendant que je suis au Mexique, de garder un œil sur l'actu et vous faire du contenu. Et on part pour un deuxième épisode. Et aujourd'hui, j'ai 3 questions NBA, 2 questions NFL. Et il n'y a pas eu de questions perso qui ont réussi à faire le top 5. Et c'est la semaine prochaine, ça peut être intéressant. Je suis une personne. Il y a des sentiments derrière là-haut. On met un compteur de 2 minutes, on part sur la première question qui touche sur de l'actu très chaude à Los Angeles. Qu'est-ce que je pense du futur de Lonzo Ball avec Big Baller Brand et peut-être même un futur avec Nike? Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'en sont pas au courant? Lonzo Ball, LiAngelo Ball, LaMelo Ball sur tous leurs comptes Instagram ont enlevé toute affiliation avec Big Baller Brand. Ils ont enlevé toutes les photos où le logo et où les partenaires apparaissaient. Et il y a un peu moins de photos avec LaVar Ball. On parlera de ça après. Pourquoi on en parle? Parce que Demo, a.k.a. Alan Foster, le conseiller et le cofondateur de Big Baller Brand, il ne travaillera plus jamais avec Lonzo Ball. Pourquoi? Lonzo Ball a annoncé publiquement qu'il ne veut plus faire partie de business où il y a Alan Foster dedans parce qu'il l'accuse d'avoir volé à Lonzo Ball et à Big Baller Brand plus de 1,5 million de dollars. En refaisant leurs taxes, en octobre 2018, il y avait 1,5 million qui avait disparu. Et il n'y avait que 2 personnes qui avaient accès à la caisse. LaVar Ball et Alan Foster. Si c'est LaVar Ball... il faut en faire une série Netflix de ce qui est en train de se passer. Donc c'est sûrement Alan Foster qui s'est fait plaisir, qui s'est servi dans la caisse. Je vais faire bien plus que 2 minutes sur ce sujet. Alors moi je suis plutôt étonné parce que j'ai regardé la série Ball in the Family. Et dans la série Ball in the Family, Demo, Alan Foster, ce mec... ça a l'air d'être la famille, ça a l'air d'être le sang de la veine. Je crois que c'est les Marseillais qui disent ça. LaVar Ball connaît Demo depuis 2002, où le gosse de Demo et Lonzo Ball sont devenus potes. Et ensuite, c'est devenu un peu son mentor, son grand frère, c'est devenu la famille. Ils ont monté un business ensemble et il l'a aidé pendant sa carrière à UCLA. Ça nous mène à quoi? On a entendu que la famille Ball a fait une réunion ensemble pour penser à fermer Big Baller Brand. La boîte qui vendait des chaussures à 495 $ pièce, ils pensent à s'arrêter aujourd'hui. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Je vous explique. Clairement, ça fait plus de 2 minutes, mais c'est pas grave. Déjà, Big Baller Brand, je supporte l'idée. Peut-être que l'exécution était pas géniale, mais on est en 2019. Et je pense que si c'est pas la famille Ball, ça pourrait être un autre joueur, ça pourrait être un autre businessman, ça peut être un directeur artistique de chez Nike, Adidas, Under Armour, les grandes enseignes. Et si un de ces directeurs artistiques connaît le milieu, a des contacts et enfin se dit qu'en 2019, ces intermédiaires, grâce à Internet, on n'en a plus besoin, il peut lancer sa marque et il peut séduire des joueurs. Il va pas séduire Zion Williamson, qui lui va directement aller chez Nike. Mais il peut séduire, il peut signer un joueur qui sera 10e, 20e dans la draft. Par exemple, Kyle Kuzma, qui était un joueur avec un petit profil, peut-être qu'à son année avant la draft, si tu es quelqu'un qui a une marque de chaussures, tu lui proposes sa marque, sa chaussure, un vrai mouvement sur les réseaux sociaux et plus de contenu. Il faut apporter plus de valeur que Nike, Adidas et Under Armour pour trouver le trou dans ce marché. Et Big Baller Brand avait un petit peu trouvé ce trou en étant ultra disponible. Tu étais aux États-Unis et tu voulais rencontrer LaVar Ball, le CEO qui est derrière cette marque. Tu pouvais, il faisait le tour des États-Unis H24. Et cette même marque en 2019, elle peut prendre un peu plus avantage de la vague d'Internet, peut-être donner des chaussures signature à des influenceurs, à Philae, à B-Dot, à The Professor, c'est des influenceurs basket aux États-Unis. Si tu donnes des chaussures à ces gars et qui te font de la pub sur ta marque, avec le bon chèque qui va avec bien sûr parce qu'il faut les payer ces gars, rentre dans cette cible de marché que Nike, Adidas et Under Armour prennent plus de temps à rentrer dedans. Parce que c'est des grandes marques. Donc bon, ça c'est le sujet sur une marque indépendante. Revenons sur Big Baller Brand. Pour Big Baller Brand, on a vite vu que ça allait pas marcher. C'était des amateurs en business. Si tu regardes la série Ball in the Family, ils faisaient des pop-up shops et ils apportaient très peu de stock. Ils apportaient pas de monnaie. Donc si tu venais acheter ton truc et que tu n'avais pas l'argent exact, ils pouvaient pas te le vendre. Quand tu apprends ensuite que le cofondateur Alan Foster, Demo lui-même, a pris 7 ans de prison pour avoir volé 4 millions de dollars à d'autres partenaires de business avec lui,
lui. C'est voué à l'échec si tu commences à faire du business avec quelqu'un comme ça. Du coup, ça a jamais été bien géré. C'était une très très bonne idée, Big Baller Brand, et je pense que quelqu'un va réussir à pénétrer ce marché, mais ce sera pas la famille Ball. Et du coup, le tatouage de Lonzo Ball, il est dégueulasse maintenant. Il a remplacé le logo. Pour finir, pour Lonzo Ball, je pense que c'est très bénéfique et je pense que ça va devenir un meilleur joueur de basket parce qu'il aura moins de choses qu'il prend sa tête à côté du terrain. On passe à la deuxième question. Je vais prendre un petit peu moins de temps sur celle-ci, mais ça a été une des questions qui a été les plus likées et ça parle des Eagles, donc ça me dérange pas. On m'a demandé le top 5 des joueurs qui ont joué chez les Eagles pendant leur carrière. Alors, si on parle en talent pur, en meilleur joueur, mais pas forcément sur son impact chez les Eagles, ce serait très facilement le defensive end Reggie White que je mettrais en numéro 1. Mais bon, il n'est pas resté toute sa carrière chez les Eagles, il a fait que très peu de temps, mais quand il était là, c'était un des defensive ends les plus dominants de tous les temps, c'était un des pass rushers les plus dominants de tous les temps, on peut le mettre dans la même classe que Lawrence Taylor. Et juste derrière lui en deuxième, quelqu'un qui a fait beaucoup plus de temps chez les Eagles et j'aurais bien aimé qu'il gagne un Super Bowl, Brian Dawkins, qu'on appelait Weapon X, qui a fait 9 Pro Bowl, 5 fois il a été All Pro. Et c'est Brian Dawkins qui nous a apporté des actions absolument spectaculaires. Et c'était le Kam Chancellor avant Kam Chancellor, pour ceux qui se réfèrent à la NFL d'aujourd'hui. Pour les 3 derniers, je vais prendre des joueurs qui sont un peu plus contemporains. Alors on va avoir Donovan McNabb qui pour moi est encore le meilleur quarterback qui a joué pour les Eagles. Carson Wentz a carrément la possibilité de devenir le meilleur quarterback, mais bon, il a fait qu'une bonne saison. On va rester calme un petit peu. Il a amené les Eagles à 4 finales de conférence NFC, à 1 Super Bowl et il était vraiment pas loin. Il était pas loin de 3 autres Super Bowl. En 4ème position, je vous mets Jason Peters, le left tackle des Eagles, qui a 200 ans et qui joue encore. D'ailleurs, il va falloir penser à le remplacer pendant la draft. Et en dernier, c'était dur de choisir un 5ème. J'ai décidé de mettre LeSean McCoy parce que quand il était au top de sa forme, c'était sûrement un des meilleurs running backs de toute la ligue. J'aurais bien aimé qu'il fasse toute sa carrière chez nous, mais il aurait fallu le payer très très cher. Et aussi, c'est Chip Kelly qui a fait n'importe quoi pendant qu'il était coach. On passe à la 3ème question. Pour cette 3ème question, on va parler du plus grand joueur de basket actif en ce moment. Et non, on ne parle pas de Boban qui a mis plus de 3 points que Ben Simmons. Ça, c'était gratuit. On va parler de Taco Fall. Et on m'a demandé, est-ce que Taco Fall a un futur en NBA? Ok. J'ai vu Taco jouer un total de 3 fois. Je vois la dominance qu'il a. Mais clairement, avec le style de NBA qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que la NBA s'éloigne de lui. Il est très très bon en défense, il va être très très chiant si tu veux pénétrer, mais derrière, il va pas suivre sur une contre-attaque et au rebond, il est pas forcément très très bon. Il a pas des stats au rebond ahurissantes et ça, c'est parce que quand tu fais 7 pieds 6 sur tes pieds, t'es pas le plus vif. Et au rebond, surtout en NBA, c'est la mise en place, c'est là où sont tes appuis qui font que tu gagnes déjà 50% de ton combat au rebond. Alors il fait peut-être 7 pieds 6, mais en NBA, il va se faire manger par la vitesse et par l'agilité. Donc j'ai du mal à voir Taco Fall vraiment intégrer une équipe NBA. Peut-être il pourrait être 12e homme spécialiste si, en fin de match, on a besoin d'un pilier sous le panier, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je le vois aller en G-League ou alors faire une carrière d'ingénieur parce que je me suis informé et j'ai entendu que c'est un garçon extrêmement brillant à l'école et qu'il a envie d'être ingénieur aérospatial, je crois. En tout cas, je sais que c'est de l'ingénierie. Passez à la 4ème question. Pour cette 4ème question, on a quelque chose de très très simple. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que quelqu'un va chercher les Warriors cette saison en playoff? Alors faisons le tableau. Je ferai mes prédictions des playoffs un autre jour. Abonne-toi, n'oublie pas. Ou je peux vous faire une réponse très précise avec stats. Non, il n'y a personne qui va aller chercher en playoff. Houston peut peut-être les pousser jusqu'à 7 matchs. Mais on a vu pendant la saison qu'ils peuvent battre Houston. Et on a vu plusieurs saisons d'affilée que Houston s'essouffle en fin de playoff. Aussi, je l'ai dit dans une vidéo de début de saison et je pense encore que DeMarcus Cousins va avoir une série, un match ou un moment en playoff où il va montrer sa valeur, il va montrer qui il est. Comme une des performances qu'il a eues contre les Rockets, où il a eu une super performance, je pense qu'il va un peu sauver les Warriors lors d'un match ou d'une série pendant ces playoffs. Et ça va bien faire remonter sa valeur en free agency. Pour les autres équipes, j'aimerais bien voir les Nuggets, mais ça manque de superstars à l'extérieur. Jazz, Blazers, Clippers, il n'y a pas assez de talent. Les Spurs non plus. Et le Thunder, sur leur meilleur soir, ils pourraient battre les Warriors une fois. Mais pas 4 fois. Russell Westbrook, on sait que ça peut être un 16 sur 19 ou un 1 sur 20. C'est pas comme ça que tu bats les Warriors. Donc ma réponse rapide, c'est que non. Je ne vois pas quelqu'un qui va chercher les Warriors. Et j'espère vraiment que Kevin Durant va à Brooklyn ou chez Enix. Mais j'aimerais bien Brooklyn. Mais ça, c'est un autre débat. Abonnez-vous!
On en parlera. Et puis c'est sympa. On va finir ce 2 Minutes Thursday avec une question de Actu Foot Américain. Si vous vous souvenez pas, c'est eux qui ont un compte Instagram absolument canon pour suivre la NFL, aussi sur Facebook, et ils font des coques absolument canon. Si vous voulez habiller vos téléphones, j'en ai une avec le maillot de Carson Wentz. Mais bon, parlons vraiment de leur question. Il me demande si le départ de Rob Gronkowski et les changements de la ligue, avec des attaques beaucoup plus écartées, bah, ça va changer le poste de tight end. Est-ce que le tight end va devenir vraiment un receveur et ça peut être une position qui va s'éteindre? Alors qu'est-ce que j'en pense? Donc du coup, Rob Gronkowski a raccroché les crampons, bravo à lui pour une carrière de ouf, mais ce n'est pas la question. J'ai un petit doute et je ne pense pas que ce poste est en train de s'éteindre. Pour quelques raisons assez simples. On voit toujours que les équipes qui gagnent un Super Bowl ou qui s'approchent du Super Bowl, c'est des équipes qui ont des superbes équipes à la course. Et des équipes à la course, ils ont toujours besoin d'un tight end en plus. Il y a très peu d'équipes qui jouent en courant le ballon bien avec seulement 5 joueurs de ligne offensive. Il y a toujours un bloqueur en extra. On peut voir sur les dernières années les Patriots qui couraient très bien, les Eagles qui étaient la meilleure équipe à la course sur l'année. Sur les années d'avant, les Patriots, Denver qui avait pas grand chose sur le bras de Peyton Manning, Seattle avec Beast Mode et Baltimore. Les équipes qui gagnent ou qui s'approchent d'un Super Bowl, elles courent le ballon. Et en plus de ça, on voit qu'en ce moment, en 2019, il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec des 2 tight end sets. Avec des équipes comme les Chiefs qui écartent tout, on a toujours les Patriots avec 2 tight ends, les Eagles avec Goddard et Hurts, les 49ers avec Kittle. Et je ne me souviens plus de son prénom. C'est ça le 2 Minute Thursday. Surtout Seattle et Baltimore, on a un bon groupe de 7 équipes qui jouent encore avec des 2 tight end sets. Et je pense encore que les tight ends qui peuvent bloquer, c'est une denrée rare et ça va continuer à être quelque chose que les coachs recherchent. Et c'est pas une position comme fullback où on avait besoin de lui seulement pour bloquer, donc on pourrait le remplacer par un joueur de ligne offensive. Un tight end, c'est vraiment un joueur qui peut absolument tout faire. Je le compare pas à un fullback, je le compare plutôt à un receveur dans le slot. C'est quelqu'un qui va créer des mismatchs, comme ils disent aux États-Unis, des inégalités. En tout cas, l'équipe, la semaine dernière, je crois que j'ai eu du mal à faire 2 minutes. Cette semaine, je crois que j'ai toujours fait plus que 2 minutes. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et j'aimerais revenir sur le premier sujet de Big Baller Brand. Est-ce que vous pensez qu'il y a une marque ou un joueur qui pourrait créer son mouvement à la Big Baller Brand, mais ce serait vraiment quelque chose qui a un franc succès? Dites-moi dans les commentaires comment vous feriez si vous êtes un joueur, un agent, un créatif pour pénétrer ce marché. Qu'est-ce que vous essayerez de faire? Qu'est-ce que ce serait votre stratégie pour gagner ce marché qui est dominé par les Nike, Under Armour et Adidas? J'aimerais bien savoir ça. Des questions business. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner sur Instagram parce que c'est là que je vous pose les questions chaque semaine. Et bonne chance à vous maintenant qu'on se rapproche des playoffs. Et je vous vois me commenter sur ma vidéo de prédiction de début de saison que j'avais pas raison pour des trucs. Ça arrive! Ça arrive! Et pour tout le reste, on se retrouve mardi, 18h, pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao! C'est con, j'arrête, attendez. Il y a des moments où des fois je scripte et j'ai pas envie de faire la vidéo. Genre, j'ai pas envie, c'est beaucoup de travail, c'est chiant. À chaque fois que je finis une vidéo et que je vous dis ciao, j'ai le sourire pendant 10 minutes. Je vous mens pas, j'ai le sourire pendant 10 minutes. Merci d'être là. J'ai rien de plus à vous dire. Je vous kiffe.